Bonjour à tous et bienvenue sur ce 8e épisode de Bloody Count. Qui dit 8e épisode en cette année 2017, dit forcément Star Wars 8, Fast and Furious 8, un Fast and Furious qui fera d'ailleurs suite au fameux 7e volet, forcément, et qui rendit hommage à l'acteur Paul Walker, hommage qui a créé un très fort émoi suite à sa disparition très James Deanienne. Et ça tombe très bien qu'on parle de Paul Walker, puisqu'aujourd'hui, mes très chers cinéphiles fanatiques, nous parlerons d'un film avec Paul Walker. Donc Paul Walker, on n'a pas trop tendance à le caler du côté des acteurs ressortant d'une formation Lee Strasberg, mais plutôt comme l'idole des jeunes pucelles en chaleur, les mêmes qui auront vu Marky Mark comme une star de la chanson. Et pourtant, et vous ne le saviez peut-être pas, mais Paul Walker a pu être remarqué par son talent d'acteur dans quelques films hors Fast and Furious. Car la saga Fast and Furious laisse bien plus d'amplitude à l'interprétation des boules et autres biceps d'un casting tout droit issu du potager de Jean-Pierre Coff que de véritables acteurs habités par un personnage complexe ou plein de traumas. Puisqu'au début des années 2000, suite à un rôle dans un remake déguisé du fantastique duel de Spielberg en une série B pas très subtile mais plutôt sympathique, sous le nom de Joyride ou en français Une virée en enfer, on aura notamment pu admirer son jeu d'acteur dans Mémoire de nos pères de Clint Eastwood et dans le film dont nous allons parler aujourd'hui. Un polar sombre et nerveux du nom de La peur au ventre. La peur au ventre, ou Running Scared en titre original, est un film américain réalisé par Wayne Kramer en 2006. Wayne Kramer est un réalisateur, scénariste, monteur sud-africain qui débutera sa carrière de cinéaste en 1992 avec son tout premier film, Blazeland, film d'horreur comique mettant en scène une star du rock morte dans un accident de voiture et qui revient pour former un groupe d'outre-tombe. Puis il continuera sa carrière à Hollywood au début des années 2000 avec le très remarqué Lady Chance, ou The Cooler en VO, sorti en 2003, un drame mettant en scène un personnage loser et malchanceux travaillant dans un casino pour que sa poisse contamine les autres joueurs. Il va alors rencontrer une charmante demoiselle qui fera très vite tourner sa chance. Notre bon vieux loser est incarné par William H. Macy qui a déjà su nous montrer tout son talent dans ces types de rôles dans des chefs-d'œuvre tels que Boogie Nights de Paul Thomas Anderson et Fargo des frères Coen. Un film d'ailleurs déclinant une série télé absolument indispensable pour tout amateur de cinéma. Et oui, du cinéma dans les séries télé, rien ne va plus ma petite dame. Mais on est en 2017, ce qui correspond au futur, selon le film Time Cop. Lady Chance aura ainsi reçu des critiques très positives de la part de la presse, à juste titre car le film est effectivement très bon. Il fut d'ailleurs récompensé dans de nombreux festivals, à Sundance, Toronto, Cognac, mais il reçut aussi une nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle pour Alec Baldwin. C'était avec excitation que la presse attendait le retour du jeune Wayne Kramer, celui-ci revenant 3 ans plus tard avec La peur au ventre, avec Paul Walker donc. Et comment dire... I want my son! La presse a semble-t-il détesté le film. Car en effet, Wayne Kramer abandonne toute sobriété pour ce film dans lequel, selon ses propres dires, il souhaite rendre hommage aux polars et films de vigilante des années 70-80. Alors en plus, il prend Paul Walker dans le rôle principal, déjà starifié dans d'authentiques beaufries comme les 2 premiers Fast and Furious, Bleu d'enfer, la comédie pour ados débile Elle est trop bien, ou le thriller pour ados encore plus con, The Skulls, Société secrète. Disons-le tout simplement, notre cher sud-africain n'en a cure de brosser la critique dans le sens du poil. Je préfère vous prévenir tout de suite, je risque de révéler un tas d'éléments de l'intrigue pour que vous puissiez d'abord comprendre l'histoire, mais aussi pour développer mon analyse. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler, revenez donc sur notre vidéo après l'avoir vue. Ce sera avec grand plaisir que nous serons là à vous accueillir avec un bon mug de café ou un bon mug de thé. Bon alors, quel est le verdict? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite. La peur au ventre met en scène le petit truand Joey Gazelle, travaillant pour un gang de mafieux italiens contrôlé par Frankie Perello, et dans lequel fait également partie Tommy, le fils de Frankie. Le film débute tranquillou, en mode routine peinarde chez les truands, puisque ces derniers sont en train de dealer de la cam avec un gang de Jamaïcains, quand soudain, une bande de mecs masqués débarque. Je te promets de boire un Mai Tai à ta santé. Non ! Forcément, cette arrivée impromptue fait que ce simple deal se transforme en véritable carnage. Laissez s'enfoirer! La caméra devient folle, rembobine littéralement des scènes ellipsées. Vous allez crever! J'en suis pas sûr.
les Jamaïcains se font dégommer ainsi que l'un des types masqués tué par Tommy à l'aide d'un revolver chromé à canon court. Je vais boire un Mai Tai à ta santé. Un détail très important pour comprendre la suite de l'intrigue. Toute l'équipe se sort de justesse de cette hystérie totale, mais c'est en fouillant le cadavre de cet hurluberlu qui vient foutre le sbeul dans les affaires de Joey et Tommy qu'ils découvrent que ce mec était un flic. Tommy charge alors Joey de jeter le revolver afin d'effacer toute trace pouvant l'incriminer, ce que ne fait pas Joey puisqu'il préfère ranger l'arme dans son sous-sol alors que son fils Nicky est en train de jouer au hockey avec Oleg. Oleg est le voisin des gazelles, un petit enfant russe vivant avec sa mère et son beau-père Anzor Yugorski, un fan de John Wayne qui fabrique du speed tranquillou dans son jardin, bien que cela ne plaise pas vraiment à Joey. Un jour, il va finir par faire exploser tout le voisinage. Anzor est d'ailleurs le neveu d'Ivan Yugorski, chef de la mafia russe, en deal avec Frankie, le patron de Joey. La famille Gazelle est à table pour le dîner. Chez les voisins, la joie est laissée au pas de la porte puisqu'Anzor veut défoncer Oleg qui a traité John Wayne de pédale. Et c'est alors que... Putain, accrochez-vous! Joey débarque furieux pour démonter la gueule d'Anzor, mais le retrouve seulement blessé à l'épaule. Il apprend qu'Oleg lui a tiré dessus avec un revolver chromé à canon court. Et c'est ainsi que commence pour Joey une haletante course contre la montre pour retrouver Oleg et le revolver. Il prend son fils Nicky avec lui et partent à la recherche d'Oleg, d'abord en allant dans un centre aéré abandonné servant désormais de squat pour Nicky, Oleg et une bande de camés et autres dealers particulièrement terrifiants. Mais putain, tu vas la ramener! Il y aura pas le temps de tirer! Putain, tire ou merde! Et Oleg parvient à s'enfuir et rencontre alors un Mac appelé Lester, sosie de Mickey Rourke dans la vraie vie, mais qui, ici, aime plus particulièrement maraver de pauvres prostituées innocentes et bien sûr de s'en prendre aux enfants. Fils de pute de niveau 10, quoi. Mais Oleg et la péripatéticienne s'enfuient. Elle l'emmène manger un burger quand il croise Nicky dans le restaurant qui est avec son père. Joey se fait un peu sermonner par son gang qui, je le rappelle, est en affaire avec le tonton d'Anzor. Et ce dernier commence à penser que Joey a donné l'arme à Oleg pour tuer son beau-père à cause de son laboratoire de speed pas très safe planqué dans le jardin. Les deux gamins planquent l'arme chromée dans les toilettes et Oleg s'en va avec la prostituée. Mais la police finit par les arrêter tous les deux. Oleg se retrouve questionné par le lieutenant de police de Usual Suspects. Si, je vous assure, c'est le même. Et qui enquête justement sur cette sombre histoire de fusillade vue au début du film. Ce dernier semble suivre également la piste du revolver chromé et essaye de tirer les verres du nez d'Oleg en lui demandant où il a trouvé l'arme. Le lieutenant demande alors à Anzor de l'interroger. Ce dernier le fait chanter en lui promettant des places pour le match de hockey du vendredi soir, mais... Oleg s'enfuit et se cache à l'arrière d'une voiture. Il se fait récupérer par les propriétaires de cette dernière, un couple de quarantenaires très charmants. Le couple les ramène chez eux, dans un bel appartement luxueux avec plein de jouets et... Oh, une caméra, tiens. Y aurait-il de sérieux prétendants à la fils de puterie niveau 20 ? Oleg semble quand même capter un truc qui cloche. Il prétexte une envie de petit coin pour fouiner un peu aux alentours. Mais toutes les portes sont verrouillées. Il trouve néanmoins un téléphone et appelle Teresa, la femme de Joey. Il parvient à trouver l'adresse où il se situe et Teresa débarque en trombe à l'appartement. Elle entre dans la salle de jeu et découvre alors Oleg enfermé dans un placard avec un sac sur la tête. Et, suite à un long massage cardiaque, parvient à le réveiller. Pendant ce temps, et après quelques péripéties que je vous laisserai la joie de découvrir, Oleg, on va se promener. ils se rendent à l'entrée d'un peep show, mais se fait stopper à l'entrée par Tommy et leur camarade Sal, joué par Michael Cudlitz, qui ressemble pas mal à l'acteur là qui joue dans la série Walking Dead. Ah oui, c'est bien lui. Tommy emmène alors Joey et Oleg auprès d'Ivan et Frankie, accompagnés d'Anzor. Convaincu que Joey a demandé à Oleg d'éliminer Anzor, Ivan demande à Anzor de tuer Oleg pendant que Joey se fait défoncer à coups de palais de hockey. Mais Anzor refuse finalement, préférant mourir comme son idole John Wayne. C'est bien, relève-toi. Ah, allez, quoi. Fais autre chose cette fois. Relève-toi. Tout ça se termine forcément dans le sang et les larmes, quand soudain, twist! Joey est un infiltré depuis de nombreuses années. Oleg parvient à lui passer une arme pour éliminer Frankie. Tout finit bien. Joey rentre payer un petit déjeuner dans un diner à Oleg, le jour se lève, ils finissent heureux, sauf qu'Oleg tombe nez à nez avec Lester avant de partir. Joey intervient, un coup de feu est tiré. Et c'est en fait Joey qui est touché au ventre. Il ramène Oleg coûte que coûte à la maison. Ils parviennent à arriver auprès de Teresa, mais Joey finit par tomber inconscient dans ses bras.
Le film se termine à l'enterrement de Joey. Teresa est en deuil avec Nicky et Oleg. Ils rentrent dans leur petite ferme de l'Americana Fairpecto quand soudain débarque Joey, soi-disant mort, en train de réparer sa belle décapotable. C'est la victoire, celle de l'Amérique, celle des gentils et de la justice. Fin. Donc voilà, c'était La peur au ventre. Alors, il y a plein de choses à dire, mais revenons en premier lieu aux critiques presse assez assassines. En effet, le film à sa sortie a été qualifié de grossier, maniéré, hystérique et plutôt réac. Il aura d'ailleurs à peine effleuré les 10 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 15 millions de dollars. Donc le film n'aura pas su convaincre à sa sortie et aura depuis été assez vite oublié. Mais pas chez Bloody Count. Effectivement, le film est loin d'être parfait. La seule grosse critique que j'ai à lui faire d'ailleurs, et qui a bien été relevée par ces mêmes critiques cinéma, c'est cette fin enchaînant la clôture de ses nombreux arcs narratifs de manière un peu forcée. Mais surtout, ces deux twists complètement improbables qui ruinent la cohérence du film. En effet, il est assez difficile d'imaginer que Joe est un flic infiltré depuis le début, vu à quel point le mec prend autant à cœur l'idée de retrouver le revolver, le sort d'Oleg semble même ne pas vraiment l'importer. Mais le pire reste cette conclusion toute mielleuse, faisant revivre les morts sous les couleurs du drapeau américain. La fin entre en complète contradiction avec le reste du film qui veut dépeindre une société américaine plongée dans le vice, et ce, à tous les niveaux sociaux. Comme le couple de bourgeois qui incarne ce qu'il pourrait y avoir de pire dans notre société moderne, des monstres s'attaquant à l'innocence des enfants. À mon avis, ces deux twists improbables et parfaitement inutiles semblent bien avoir été ajoutés par les producteurs du film. Mais à part cette grosse critique, La peur au ventre est un immense pain dans la gueule. Pour son deuxième film, Wayne Kramer abandonne une mise en scène classieuse pour expérimenter à fond avec sa caméra à la manière d'un certain Tony Scott. Dilatation du temps, rembobinage et accéléré quand il faut, il découpe son film de manière absolument impressionnante en n'hésitant pas à oser des transitions très graphiques et tout ça dans le but de raconter son histoire sans dialogue superflu. Un récit d'ailleurs assez dense puisque le film se veut avant tout comme une œuvre chorale. C'est sûr que la critique presse a dû voir d'un très mauvais œil cette peur au ventre, Wayne Kramer s'étant littéralement affranchi du classicisme dont il a su faire preuve sur Lady Chance, un classicisme qui semble généralement conforter la critique à la vue des nombreuses œuvres expérimentales dénigrées par ces dernières. La peur au ventre s'autorise même de nombreuses sorties de route qui pourront révolter les plus cartésiens d'entre vous, car au fur et à mesure de la fuite et de la descente aux enfers d'Oleg, le film sombre dans un genre de conte morbide et urbain, où chaque personnage qu'Oleg rencontre est une allégorie. Le clochard du squat prenant l'aspect et la menace du grand méchant loup, la prostituée représenterait une fée, et le couple de pédophiles des ogres enlevant les petits enfants dans leur donjon. De plus, La peur au ventre possède un atout immense assez insoupçonné de prime abord. En effet, la manière très graphique qu'a Wayne Kramer de tordre ses cadres, de délimiter de manière radicale le premier plan et l'arrière-plan, ainsi que l'exacerbation de violence et de luxure rapproche le film d'un autre média, le comics. Le comics est particulièrement Sin City, et je vais donc en profiter pour faire un bref aparté autour du film de Rodriguez. Alors pour être honnête, je n'aime pas beaucoup l'adaptation cinématographique de 2005, et encore moins celle de 2014, faisant l'exploit d'être encore plus moche et fainéante que la première. Alors oui, le film reste fun pour qui aime ce déballage d'ultra-violence gonzo, mais ça reste avant tout un bête décalcage de l'œuvre de Frank Miller, reprenant chaque case telle quelle, sans faire preuve de créativité autre que copier consciencieusement le travail d'un autre. En effet, adapter un comics en film ne consiste pas uniquement à filmer les mêmes scènes avec la BD sur les genoux en guise de storyboard. On est obligé de faire des concessions pour que le film ressemble à un film et pas un comics filmé. Outre l'exercice de style qui pourrait se suffire en un court-métrage, l'intérêt reste très limité sur un long-métrage de 90 minutes. Par exemple, l'unique utilisation de la voix off dans le film rend son visionnage particulièrement pénible et laborieux, cette dernière ne faisant que paraphraser bêtement ce qui peut se passer à l'image. Et pour ces raisons, je trouve que La peur au ventre est finalement une meilleure adaptation cinématographique de Sin City que le film Sin City. Car La peur au ventre propose en premier lieu un polar moderne à la place du film noir, et s'inscrit également dans un environnement plus réaliste puisque le film se situe dans le New Jersey. Cependant, à la manière de Sin City, Wayne Kramer présente un microcosme rongé par le vice, avec des stéréotypes inscrits dans le contexte de l'histoire. Sauf qu'à la place des détectives désabusés et autres femmes fatales de films noirs, ici on a des drogués, des mafieux, des truands, des flics ripoux, des personnages qui se révèlent d'ailleurs badass et parfois haut en couleur, comme le personnage de Lester, interprété par Young Mickey Rourke. Et surtout, et c'est là où La peur au ventre surpasse le film de Rodriguez, autant en termes d'adaptation que de pur cinéma, c'est que Wayne Kramer a trouvé la symbolique qui résume toute la thématique du film et qui sert en plus de MacGuffin au sein de l'intrigue, le revolver. Je ne pense pas que Kramer a choisi un revolver blanc et chromé à canon court par hasard. Le blanc et le chrome s'opposent à la noirceur et à la saleté de la ville, à la violence de son utilité ainsi qu'à la mort. Et ce dernier donne cette arme
à un enfant. L'innocence même se retrouve avec un engin de mort, ce qui en plus d'amener un tas de situations complètement imprévisibles et où notre cinéaste pousse son suspense le plus loin possible, Je vais avoir une attaque. apporte une symbolique qui résonne à travers tout le film. En comptant le fait qu'en plus le gamin est un immigré russe, il est possible de pousser l'analyse encore plus loin. Wayne Kramer propose ainsi plus un objet expérimental et allégorique qu'une bête série B ultra bourrine et beauf avec Paul Walker, comme il a pu être abaissé par le passé. Dans tous les cas, je vous conseille impérativement La peur au ventre, en oubliant la fin en toute conscience. À tout amateur de polar nerveux, de violence débridée et de suspense haletant, le film devrait sans doute vous ravir. Et puis pour les filles, il y a Paul Walker qui baise Vera Farmiga sur la machine à laver. De quoi contenter tout le monde, hein.